que nous avons eue à l'issue des différents séminaires organisés entre partis politiques et la Commission électorale indépendante, je vous dirais non. Pourquoi non? En 2015, il n'y avait pas de parrainage. Donc là encore, c'était facile de faire la révision de la liste électorale à la date indiquée. En 2020, le parrainage a été introduit. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, la révision a été faite au mois de juin. Et compte tenu donc des délais, c'est quasiment avec une liste provisoire que l'opération de parrainage a été menée. Mais c'est encore nous, partis politiques, y compris ceux de l'opposition, qui avons estimé qu'on ne pouvait pas aller faire des parrainages avec une liste provisoire. Parce que veut dire la liste provisoire? La liste provisoire, c'est potentiellement des électeurs et des non-électeurs, puisque des personnes qui n'ont pas le droit d'être sur la liste peuvent se retrouver sur la liste provisoire. Et il y a un traitement qui se fait après pour extraire donc de cette liste-là et arrêter une liste définitive donc des électeurs. Et donc, sur la base du fait qu'on ne pouvait pas et on n'était pas d'accord, tous les partis politiques confondus, qu'il fallait aller à des élections, et notamment le processus de parrainage avec une liste provisoire, nous avons souhaité que le parrainage se fasse avec la liste définitive. Alors, quand vous prenez les délais, donc pour avoir une liste définitive, les délais pour l'ouverture des candidatures, le délai donc fixé par la loi, où la liste doit être publiée à une certaine date, 3 mois avant les élections, et les candidatures qui doivent être connues, mais ces candidatures pour être connues doivent être réversées au Conseil constitutionnel, etc. Le calendrier, tel qu'il est aujourd'hui, a été fait de façon consensuelle. Monsieur Élysée, je reviens sur une question de fond. Posez-leur la question de savoir pourquoi on n'a pas eu une telle levée de bouclier en juillet 2024, parce que la révision devait se faire en 2024, en juillet 2024. C'est encore nous, partis politiques, y compris les partis de l'opposition, principalement, qui avons demandé qu'il y ait un report au mois de septembre-octobre. Et dans le mode opératoire qu'on a arrêté de façon consensuelle, en tenant compte du fait qu'on n'aurait pas eu de révision avant l'élection présidentielle, nous avons admis de façon consensuelle que les jeunes de 17 ans, qui n'avaient pas le droit d'être sur la liste électorale en 2024, puissent l'être dans le processus d'enrôlement pour qu'au moment où la liste serait validée, ces jeunes-là aient 18 ans et soient donc dans les conditions. En réalité, je le dis, je le répète, vous avez une opposition de mauvaise foi qui renie ses engagements et ça pose un problème de crédibilité. Est-ce que nos compatriotes peuvent avoir confiance dans des acteurs qui peuvent prendre des options et du jour au lendemain revenir sur les options et les engagements qu'ils ont pris? C'est ça le fond du débat. Très bien. Herman, avec vous, on embraye donc sur le second sujet où vous avez un point. Non, exactement sur le second sujet concernant la justice au service du pouvoir. Je lis, cette fois-ci, je vais citer Tidjane Thiam qui parle d'une justice instrumentalisée, qui qualifie de justice d'État. Laurent Gbagbo qui a affirmé aussi que la justice est devenue un outil politique. Chablé Goudé a récemment dénoncé une exclusion planifiée. Afin Guessan, président du FPI, a aussi évoqué un verrouillage de l'espace politique. Monsieur le ministre, que répondez-vous à tous ceux qui font ce procès-là à l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, qui pour eux seraient en collusion avec le pouvoir politique? Mais je leur oppose des faits et je veux qu'on analyse ensemble. Lorsque la justice, il y a quelques semaines, a débouté partiellement Valérie Yapo, les mêmes ont applaudi. Rappelez-vous au congrès du PDCI, le congrès extraordinaire, des militants du PDCI avaient saisi le juge des référés, qui avait demandé la suspension du processus. Et une nouvelle date a été fixée par la direction du PDCI. Ces mêmes militants ont saisi encore le juge des référés pour bloquer la tenue du congrès en décembre 2023. Le juge, cette fois-ci, a débouté ses plaignants. Ils ont été applaudis par la justice, a été applaudi par le PDCI. Tout le monde peut parler sauf Afin Guessan. Je rappelle qu'une procédure judiciaire opposée à Afin Guessan et Laurent Gbagbo, qui prend la tête du Front populaire ivoirien. La justice a donné raison à Afin Guessan. Alors peut-il dire aujourd'hui que la justice lui a donné raison parce qu'elle était instrumentalisée? Mais, M. Aboua, je vous dis que pendant les élections locales, de nombreux candidats du RHDP, et non des moindres, souvent des ministres, etc., ou des personnalités importantes de notre parti, ont perdu les élections et ont saisi la justice. À l'effet de constater leurs adversaires n'avaient pas gagné les élections, ils ont été déboutés. Donc, on ne peut pas avoir une conception en géométrie variable. Applaudir la justice quand les décisions vont dans notre sens
et condamner la justice quand la décision ne va pas donc dans notre sens, ou vice-versa. Simone Veil Gbagbo, elle était poursuivie pour crime contre l'humanité, la justice l'a innocentée, mais on a applaudi la justice. Je juste relance. Hein. Allez-y. Pourquoi les procédures judiciaires en lien avec des acteurs politiques, souvent de l'opposition, semblent-elles avancer plus vite que celles contre certains cadres qu'on a du HDP d'ailleurs, accusés parfois de malversation? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce que je sais, c'est que des militants du PDCI ont décidé, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les procédures en interne, de saisir la justice. Lorsqu'on va, pour ce que je sais, vers un juge donc, des référés, c'est une procédure rapide. Ça, c'est l'organisation judiciaire, contrairement à une procédure normale. Et donc, ce sont des militants. Quand Affi N'Guessan s'opposait à Laurent Gbagbo, ce n'est pas le RHDP qui a saisi la justice pour constater que Affi N'Guessan devait être le président donc, du FPI au détriment de Laurent Gbagbo ou vice-versa. C'est Affi N'Guessan qui a entraîné donc, Laurent Gbagbo en justice. Mais je veux rappeler qu'Affi N'Guessan lui-même, il y a eu des dissidents au sein du Front populaire ivoirien qui ont estimé qu'Affi N'Guessan n'avait plus le droit d'être à la tête du FPI. Ils ont saisi la justice. Mais avec célérité, la justice a rendu une décision favorable à Affi N'Guessan en déboutant. Non, on ne peut pas avoir donc, une approche à géométrie variable. Moi, je vais opposer à leur slogan, à leur narratif des faits. Et les faits, c'est que la justice a rendu des décisions dans le processus électoral ou en d'autres processus électoraux qui a été favorable à l'opposition par moment et défavorable au pouvoir et vice-versa. Très bien. Barry? Bon, monsieur le ministre, il y a par exemple monsieur Charles Blé Goudé qui dit que lui, il est condamné à 20 ans de prison, n'est-ce pas? Il n'a pas bénéficié d'amnistie, il n'a pas été gracié. Et il dit comme ça, pourquoi le mandat n'est pas appliqué si réellement la justice est indépendante? Quel commentaire vous faites de ça? Sans me substituer aux experts donc à la matière, pour le peu que je sais, c'est qu'il y a souvent l'aménagement des peines. Hein. Je vais dire pour ce que je sais, c'est qu'il arrive que des gens soient condamnés, même ailleurs, en France, etc., sans qu'il y ait de mandat de dépôt. Ça ne remet pas en cause l'indépendance de la justice. Vous avez des personnalités en France qui ont été condamnées, mais qui ne sont pas en prison. Et donc ça relève de l'organisation de la justice. Et je refuse de me prononcer sur les décisions de justice. Très bien. Relance Barry, non? Non, ça va. Très bien. Élisée, on revient à vous ensuite, Herman. Oui. D'accord. Moi, je vais rebondir sur 2 points essentiels concernant toujours la justice. Monsieur le ministre, vous avez dit quelque chose qui est très fondamental. Depuis que vous avez pris la parole, il faut qu'on respecte les décisions de justice, il faut qu'on respecte les règles. Mais il y a quelques années de cela, la Cour africaine des droits de l'homme a fait un verdict demandant qu'on remette le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire, en réponse, a plutôt quitté cette cour-là. Vous qui êtes si attaché à la loi, est-ce que vous pensez que c'est juste? Ça, c'est la première. La seconde, Laurent Gbagbo dit qu'il a été jugé par une cour qui ne méritait pas de la juger, lui en tant lui en tant qu'ancien chef d'État. Donc, votre personnalité, qu'est-ce que vous répondez? Très bien, monsieur le ministre. Alors, sur la Cour africaine, j'ai déjà répondu sur les médias. D'abord, il faut savoir que cette Cour a été mise en place. Aujourd'hui, vous avez très peu de pays qui restent donc, qui font partie donc, des accords et qui sont retirés. La Tanzanie, qui est le pays siège, même a quitté la Cour. Le Rwanda a quitté la Cour. Le Bénin a quitté la Cour. Mais pourquoi tous ces pays ont quitté la Cour? Dites-nous. Parce que cette Cour qui a été créée est allée souvent beaucoup plus loin que les prérogatives que les États africains lui ont données. Et a eu souvent des décisions qui pouvaient donc faire dysfonctionner nos institutions. Et la Côte d'Ivoire, en toute souveraineté, a décidé que les décisions rendues, en tout cas la décision rendue par cette Cour, portait une entorse à nos institutions nationales et nous avons décidé donc de quitter. Je vous donne un exemple très concret. Relisez la décision de cette Cour. La Cour demande au gouvernement de réinscrire à titre provisoire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le temps pour elle de statuer sur le fond de l'affaire. Élysée, nous sommes 5 ans après cette décision. La Cour n'a jamais statué sur le fond de l'affaire. Mais peut-être parce que vous avez quitté la Cour. Je dis, je note que la Cour n'a jamais statué. Et donc, la décision donc, de la Cour africaine des droits de l'homme ne peut pas l'emporter sur la décision du juge des élections. Parce qu'au mois de juin 2020, Laurent Gbagbo, quand il a été radié donc, de la liste électorale, a saisi le juge des élections et le juge du contentieux, dont la décision est insusceptible de recours.
Et je pense que le président de la CEI, M. Kubiel, l'a rappelé. Parce que pour que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme s'appliquât, il aurait fallu que l'article 12 donc, du code électoral soit modifié. Or, le procès électoral dit que le juge donc, du contentieux, ces décisions sont insusceptibles donc, de recours. Concernant la Cour de justice, la haute cour qui devait juger Laurent Gbagbo. Ah oui, la seconde question. Dans cette procédure, Laurent Gbagbo a eu droit à des avocats qui l'ont représenté au procès, qui ont défendu ses intérêts au procès. Je ne vais pas me lancer dans les procédures ici. Il a eu droit à une justice équitable dans le sens où il a été représenté. Et les avocats qui l'ont représenté sont encore là. Une décision a été rendue. Je me refuse de commenter la décision donc, de justice. Herman, vous revenez là-dessus ou vous avancez sur... Non, je vais avancer. Très bien. On constate que malgré ça, le processus électoral inquiète à certains points. Il y a quand même des appels à manifester qui sont repris par les acteurs politiques de l'opposition. Le pouvoir compte-t-il répondre par la répression ou par l'écoute, finalement, avant les élections? Puisque l'opposition dit, par exemple, pour citer Laurent Gbagbo qui a dit récemment, comme ils veulent la bagarre, ils auront la bagarre. Ce qui est sûr, les Ivoiriens ne veulent plus de bagarre. Les Ivoiriens veulent un pays qui continue d'avancer. Les Ivoiriens sont jaloux aujourd'hui de tout ce qu'ils ont. On a connu quand même 10 ans de crise qui avait plongé ce pays dans la pauvreté, etc. Et les Ivoiriens veulent aujourd'hui des batailles qui font avancer donc, le développement, qui font reculer donc, le chômage, la corruption, la pauvreté, etc. Et ce sont ces batailles-là que le président Alassane Ouattara est en train de mener. Maintenant que Laurent Gbagbo soit nostalgique des années de violence, etc., mais il n'aura personne. Parce que je le dis avec... il n'aura personne parce que les Ivoiriens sont passés à autre chose. Je ne dis pas que certains de ces militants pris encore d'illusions pourraient penser qu'ils sont... Mais Laurent Gbagbo n'en a pas la capacité. Je vous le dis droit dans les yeux, il n'en a pas la capacité. Ça veut dire quoi vous savez, en 2010, parce que les gens ont vite fait de faire un rapprochement avec 2010. Oui, en 2010, on a eu quand même des violences, il y a eu 3000 morts, etc. Et donc, en 2025, est-ce que... Je rappelle que dans le contexte de 2010, nous avons un pays coupé en deux, avec la partie nord, donc, où il y avait la rébellion, la partie sud, vous avez les groupes d'autodéfense, des mercenaires libériens, etc. Beaucoup d'armes qui circulaient, etc. Et donc, les conflits se sont mués très vite en meurtres, etc., avec donc 3000 morts. Aujourd'hui, M. Aboua, nous sommes en sécurité. Nous n'avons pas de miliciens sur le territoire national. Ça veut dire non, ce que nous entendons dire, c'est que nous sommes un État normal. Et comme nous sommes un État normal, l'opposition peut faire ses manifestations, Laurent Gbagbo fait ses meetings sans être inquiété. Est-ce que l'opposition, au-delà des meetings, peut aujourd'hui décider de marcher et que le pouvoir va l'accepter? Alors, les manifestations, que ce soit les meetings ou les marches, sont encadrées par la loi. Tant qu'ils sont conformes à la loi, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on n'acceptera pas, c'est la chienlit et l'anarchie, telle qu'il laisse entrevoir. Ça ne marchera pas. C'est quoi la chienlit? Il n'en a pas la capacité. La chienlit, selon vous, c'est quoi? Mais la chienlit, c'est de dire on va aller dans la rue se bagarrer, etc. Mais face à qui? Et ça, je trouve irresponsable venant de quelqu'un qui a géré un pays. Dans le contexte actuel, on n'invite pas les jeunes à aller dans la rue pour aller se battre, etc. Pourquoi? Pour des questions d'ego personnel. Parce qu'en définitive, quand vous écoutez tout son discours, tout tourne autour de lui, son honneur. Il n'y a rien pour le pays. Il n'y a rien pour ces jeunes. Je dis et je le répète, il n'en a pas la capacité. Je dis et je le répète, les Ivoiriens sont passés à autre chose. Je dis et je le répète, justement, les turpitudes politiques de 2010 ont tellement traumatisé nos compatriotes qu'ils n'ont plus envie donc de leaders politiques guerriers. Voilà. Très bien. Alors, Docteur Barry, un instant, Élisée, juste petite relance et puis on revient. Une petite relance dessus. Est-ce que, monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que l'État du Côte d'Ivoire, votre gouvernement, a pris toutes les mesures ou toutes les dispositions pour éviter à ce pays-là de sombrer dans la violence? Mais depuis 15 ans, c'est ce que nous faisons. Très bien. Élisée, depuis 15 ans, c'est ce que nous faisons. Respectueux de l'état de droit, respecter donc des droits donc, de nos concitoyens, des partis politiques, etc. Donc, ils font les manifestations, ils marchent, etc., etc. Mais en même temps, très ferme,
sur la nécessité donc d'assurer la sécurité des Ivoiriens et la quiétude des Ivoiriens. Docteur Barry. Monsieur le ministre, Madame Simone Gbagbo, je cite, dit que la loi ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic, faisant allusion au président Alassane Ouattara, pour écrire une loi d'amnistie, qu'il le fasse, ça permettra de faire baisser la tension. Est-ce que justement, le président Alassane Ouattara ne peut pas prendre son bic et écrire la loi d'amnistie qu'elle demande pour faire baisser la tension? Si on veut être juste, la loi permet aussi aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale de prendre un bic et d'écrire une loi, un projet de loi portant l'amnistie. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'ils ne sont pas majoritaires? S'il vous plaît, tout doucement. J'arrive. Parce que si Alassane Ouattara prenait même son bic aujourd'hui pour qu'il y ait une loi d'amnistie, mais n'est pas applicable, cette loi doit passer au Parlement. Mais ne pensez pas que nos députés sont des personnes qui n'ont pas de libre arbitre. Ne pensez pas que parce que Alassane Ouattara aura pris une loi d'amnistie proposée à l'Assemblée nationale, que les députés vont voter à l'aveugle. Je veux rappeler que dans les années 70, au temps du parti unique, l'Assemblée nationale avait rejeté un projet de loi donc, du président Houphouët-Boigny tendant donc à donner la double nationalité. Alors, ils peuvent aussi utiliser cette prérogative que la loi leur donne, s'associer, bon, elle n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, mais le PDCI et le PPACI peuvent écrire un projet de loi portant amnistie et proposer à l'Assemblée nationale. Très bien. Monsieur le ministre, Docteur le Barry. président Ouattara, c'est le président de la République, n'est-ce pas? C'est à lui que les Ivoiriens ont confié les rênes du pays. Alors, la loi, oui, il est le président de la République. Ce que la loi met dans son ressort en tant que président de la République, c'est la possibilité de prendre la grâce pour gracier donc des concitoyens, etc. Il a fait ou pas? Il l'a fait, effectivement. Okay, maintenant, s'agissant de la loi d'amnistie, en plus d'être président de la République, il est président du RHDP. Donc, il a la capacité de convaincre ses députés de voter la loi si elle est soumise à l'Assemblée nationale. C'est M. Diallo, c'est ça? M. Barry. M. Barry. Je vous dis qu'au temps du parti unique, dans les années 70, c'est-à-dire presque 10 ans ou 12 ans après les indépendances. Je crois que c'est en 72 exactement. En 72. Félix Houphouët-Boigny, président du PDCI, a envoyé sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi pour modifier la loi sur la nationalité. L'Assemblée nationale était unicolore. Tout le monde était PDCI, ça a été rejeté. Nous sommes dans le même contexte. Donc il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie qu'une loi venant du président Alassane Ouattara sera forcément suivie par les députés donc du RHDP ou pas. Très bien. Comme il se peut que l'opposition initie un projet de loi à l'Assemblée nationale et que les autres députés aillent dans leur sens. Mais posez-leur la question de savoir pourquoi, alors que la loi leur permet d'initier des projets de loi d'amnistie, ils ne le font pas. Moi, je vous dis pourquoi. Allez-y. Je pense qu'ils ont des calculs pour tous ceux qui créent l'amnistie de Laurent Gbagbo, etc. C'est des questions de principe pour eux. En réalité, ils veulent eux-mêmes l'élimination de Laurent Gbagbo, etc. Et pensant en tirer une dividende politique. Je le pense fortement. Non, expliquez-nous un peu. Ils ont des positions de principe, oui, mais en espérant que il n'y ait pas donc cette démarche pour pouvoir donc en tirer des dividendes politiques. Expliquez mieux, monsieur le ministre. On veut bien comprendre. Quand vous dites qu'ils ne le font pas pour espérer une dividende politique, ça veut dire quoi? Mais ce que je pense, moi, c'est qu'on a des opposants qui affichent une certaine solidarité, vous savez, dans le rang Gbagbo, mais tout en espérant qu'ils ne soient pas dans le jeu, parce qu'en réalité, il y a un danger pour eux, pas pour nous. Parce qu'ils agissent sur les mêmes militants et ils convoitent les mêmes électeurs. Sinon, ils peuvent... Est-ce que vous pouvez citer des noms de ces opposants? Mais regardez leur déclaration. Non, mais aidez-nous. Très bien. Peut-être que vous avez des noms. Élisée, on revient avec vous. Ok. Au prochain point, le même... Si vous avez un point là-dessus, on avance sur le prochain point. D'accord. Non, moi, c'est toujours sur le même point. Monsieur le ministre, je pense que... bon, pas que je pense. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que... C'est vrai, Eman l'a dit tout à l'heure, mais que ceux qui estiment, par exemple, que c'est toujours les mêmes personnes. Prenons le cas, par exemple, de M. Thiam et de Valérie Yapo, disons, ils estiment que la justice a cette manie-là de confier des affaires relevant de l'opposition à une catégorie de juges. Je dis j'estime, ils estiment. Moi, je n'ai pas vérifié. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne sais même pas de quoi vous parlez, honnêtement. Ben, ils estiment que les juges qui donnent des verdicts concernant les affaires relatives aux opposants sont relativement les mêmes. Ils prennent ici, généralement, peut-être cette juge-là, Mme Touré. Mais elle est présidente du tribunal, je pense. Et puis, c'est une insulte à la magistrature de notre pays. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Il faut respecter nos institutions.
il faut respecter ceux qui incarnent, et surtout lorsqu'on a amené à gérer un pays. Parce que lorsque vous allez, si pas extraordinaire, autour de 2050, vous arrivez aux affaires, mais c'est avec les mêmes acteurs. Le président Ouattara n'a pas procédé à un remplacement. Hein. Le président Ouattara est arrivé, il avait du personnel, il a fait avec ce personnel, etc. Donc je ne rentre pas dans ce débat, je pense que c'est irrespectueux à l'endroit de nos magistrats et je ne rentre pas dans ce débat. 3 minutes, monsieur, pour terminer l'émission, Herman. Je voulais revenir sur les défis socio-économiques, notamment quel est le projet aujourd'hui, quel est le chapitre consacré au vert dans le programme du RHDP que vous vous apprêtez à soumettre aux Ivoiriens? Je vois qu'il est très écologique. Alors vous devez savoir que d'abord on a un ministère en charge de l'environnement. Vous avez vu que la Côte d'Ivoire a organisé par exemple la COP 15 et que la Côte d'Ivoire a quasiment ratifié tous les accords. La Côte d'Ivoire est très présente. Nous étions à la COP 16 récemment et notre stratégie nationale justement contre la désertification, etc. est pilotée aujourd'hui par le ministère de l'Environnement avec donc une stratégie de mobilisation de ressources importantes justement pour accompagner. Vous savez aussi que le gouvernement a initié un programme de reboisement. Nous ambitionnons aujourd'hui à date, nous sommes à près d'1 million d'arbres, un peu plus d'1 million d'arbres, l'objectif donc d'atteindre 3 millions. Et donc, nous avons un gouvernement qui est très engagé donc, sur ces questions parce qu'en définitive, la désertification, etc., impacte nos pays. Le changement climatique impacte nos pays. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui a pris ce problème à bras le corps. Et il y a un cas 2 concret, minutes, messieurs. rapidement, un cas concret que je voudrais vous soumettre. Le cas de la lagune Ébrié. À certains endroits, on parle de 300 kilomètres, avec 300 hectares de surface lagunaire remblayée et draguée par moment. Est-ce que pendant qu'il y a une loi qui interdit, on connaît les acteurs, qu'est-ce que le gouvernement fait pour régler la question? Vous savez que le gouvernement a pris des mesures pour arrêter les dragages à un moment donné. Et ça continue pourtant. Parce qu'il y avait des dragages sauvages. Après, il faut distinguer entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Moi, je n'ai pas tous les éléments ici pour me prononcer, mais c'est clair et net que le gouvernement a pris donc des mesures pour arrêter tous les dragages sauvages. Très bien, docteur Barry. Monsieur le ministre, rapidement, il y a le professeur Donc, Salou. si vous avez des cas, vous pouvez donc nous les faire savoir. Mais je peux vous dire qu'après, il faut distinguer donc des dragages qui sont permis parce qu'ils respectent donc toutes les normes et les dragages qui ne sont pas permis. Docteur Barry, Je disais que le professeur Salou Touré, qui est un éminent mathématicien que nous connaissons tous, a tiré la sonnette d'alarme sur la réalité des mathématiques et la difficulté à former des profs de maths. Je pense que sous la présidence du président Ouattara, il y a quand même des découvertes en termes sur le plan géologique, s'agissant du coltan, de l'or, du diamant. Ça veut dire qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de mathématiciens. Alors, dans le futur, si jamais les Ivoiriens vous reconduisent, quelle politique vous allez mettre en place pour produire plus d'enseignants de mathématiques et plus d'ingénieurs pour le développement du pays? Alors, je peux vous dire qu'il y a quelques semaines, le Premier ministre a présidé une réunion interministérielle. J'ai eu l'honneur de participer donc à cette grande rencontre qui a réuni tous les ministères de l'éducation. Et au-delà même des questions de mathématiques, il est question aujourd'hui, comme ça a été fait sous le président Houphouët-Boigny, d'accorder une importance aux matières scientifiques en général. Voilà, et ça c'est une option prise par le gouvernement. Et donc instruction a été donnée donc, aux différents ministères concernés pour que dans le cas des réformes qui seront mises en œuvre, un accent particulier soit mis sur les matières scientifiques et les matières techniques et professionnelles. Très bien, on termine l'émission. Élisée, on voudra peut-être rapidement, vraiment la demi de la demi. Yes. Monsieur le ministre, vous êtes sans ignorer que des Ivoiriens de plus en plus sont anxieux et inquiets à l'approche de la présidentielle. Vous qui êtes porte-parole du gouvernement adjoint, quel message à l'endroit de ces Ivoiriens, ces nombreux Ivoiriens qui de plus en plus sont inquiets à l'approche de Très bien, ce sera en même temps votre message de fin, monsieur le ministre. Mais demandez de ne pas trop écouter les discours tenus sur les réseaux sociaux, etc. Nous avons un pays qui est tenu, nous avons un pays qui est en sécurité. Les conditions de 2010 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. En 2010, je l'ai décrit tout à l'heure, on a eu des milices, des groupes d'autodéfense, des armes qui circulaient. Et même quand vous prenez 2020, avec la désobéissance civile organisée par l'opposition, la plupart des personnes qui ont été tuées l'ont été dans le cadre de batailles communautaires. Aujourd'hui, nous avons pris donc, le taureau par les cornes. Et dire aussi que dans toutes les démocraties, regardez aux États-Unis, les tensions politiques liées aux élections, regardez en France. Donc, on assiste à une tendance mondiale aujourd'hui où les élections cristallisent. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte, comme c'est le cas aujourd'hui, que la sécurité soit donc, sur l'ensemble du territoire national et que les acteurs politiques continuent de s'exprimer, mais dans le strict respect de l'ordre et de la loi. Ce sera votre dernier mot,
Oui, c'est mon dernier mot. Et puis dire que vous remercier de nous avoir invités cet après-midi. J'espère avoir dit ma vérité sur la base des éléments factuels. La Côte d'Ivoire est engagée aujourd'hui dans une dynamique. Il faut aller au-delà donc des hommes. Et si on devait retenir une chose, c'est de dire que la démocratie, c'est aussi le respect des règles. La démocratie, c'est aussi le respect des règles. Et la Côte d'Ivoire doit être au même niveau que tous les autres pays dans le monde qui sont respectueux des règles dans le cadre donc des processus démocratiques. Merci. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.